Nokia, c'est la marque qui a littéralement mis un téléphone dans chaque poche. Le géant qui a dominé le monde au point de sembler intouchable et qui pourtant s'est effondré quand l'ère du smartphone a commencé. Comment une entreprise peut-elle tomber alors qu'elle faisait tout correctement? Qu'est-ce qui a changé sur le marché pour que son leadership devienne un piège? Et comment passe-t-on du statut de numéro 1 absolu à celui d'acteur hors jeu au moment précis où démarre la plus grande partie? Voici l'histoire vraie de l'ascension et de la chute de Nokia. Pour comprendre l'ascension de Nokia, il faut revenir à un monde qui, aujourd'hui, paraît presque préhistorique. Un monde où avoir un mobile était un luxe, où appeler coûtait cher, où envoyer un message était presque un geste, et où la majorité des gens vivaient déconnectés une bonne partie de la journée. Dans ce monde-là, Nokia ne vendait pas seulement de la technologie, Nokia vendait une promesse, une communication simple, solide, accessible à tous. Et cette promesse valait de l'or, parce que Nokia avait compris quelque chose que beaucoup d'entreprises mettent des décennies à apprendre. Dans un marché en explosion, gagne celui qui devient le standard. Nokia a réussi à faire en sorte que son téléphone soit le téléphone. Que tu sois étudiant, chauffeur de taxi, mère de famille, patron ou ado, il y avait un Nokia pour toi. Et il n'y avait pas seulement un Nokia, il y avait une sensation partagée. Ça marche. Ça a créé de la confiance. Et la confiance, dans la consommation de masse, est plus forte que n'importe quelle publicité. Si un ami te dit que son téléphone ne se casse pas, que la batterie tient, que la réception est bonne, et qu'en plus c'est facile à utiliser, cette marque devient le choix sûr. Nokia est devenu le choix sûr de la planète. Alors comment construire un empire comme ça? Avec 3 piliers qui ont l'air ennuyeux, mais qui gagnent des guerres. Le premier, c'est la distribution. Nokia ne faisait pas que fabriquer, Nokia était partout. Boutique, opérateur, catalogue, vitrine. Si tu cherchais un téléphone, Nokia était la première chose que tu voyais. Le deuxième, c'est le catalogue. Au lieu de miser sur un seul modèle vedette, Nokia a attaqué tous les prix, tous les styles, tous les besoins. Ça lui a permis de prendre à la fois les marchés émergents et les marchés riches. C'était une machine à volume. Et le troisième, c'est l'exécution. Des designs clairs, des menus simples, de la fiabilité. Nokia n'était pas seulement innovant, Nokia était constant. Et à une époque où la technologie plantait souvent, la constance était un avantage énorme. Voilà pourquoi Nokia ne s'est pas contenté de grandir. Nokia a conquis. À un moment, on avait l'impression que rien ne pouvait l'atteindre. La marque, l'échelle, les accords, la confiance du public, une culture d'ingénierie impressionnante. Alors où commence la chute ? Et c'est là que ça devient intéressant. Nokia n'est pas tombé parce que l'entreprise serait devenue stupide d'un coup. Nokia est tombé parce que le marché a changé de nature. Et quand un marché change de nature, les compétences qui t'ont rendu numéro 1 peuvent devenir inutiles. Jusque-là, la bataille était surtout une bataille de matériel et de logistique. Meilleure couverture, meilleure batterie, plus solide, moins cher, plus de choix. Nokia dominait ce terrain. Puis un jour, le téléphone a cessé d'être principalement un téléphone. Il a commencé à devenir un ordinateur de poche. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la valeur n'était plus dans l'appareil en lui-même. La valeur était dans ce que l'appareil te permettait de faire. Des applications, un vrai internet, des cartes, de la musique, un appareil photo, des réseaux, des services. D'un coup, le produit n'était plus le mobile. Le produit, c'était l'écosystème. Et quel a été le point de rupture culturelle? L'iPhone. Pas seulement à cause de l'écran tactile, à cause du sentiment de futur, à cause de la manière dont on l'utilisait, à cause de la simplicité apparente. Et juste après, Android, une plateforme qui a transformé le smartphone en phénomène de masse, avec 1000 marques, 1000 modèles et une vitesse d'évolution brutale. Le marché s'est accéléré. Et quand un marché s'accélère, les très grosses entreprises ont un problème. Elles tournent lentement. Et Nokia, dans tout ça, Nokia avait la taille, mais Nokia avait aussi une structure énorme et une façon de penser optimisée pour le monde d'avant. Un monde où gagner, c'était bien fabriqué et mieux distribué. Dans le nouveau monde, gagner, c'était attirer des développeurs, bâtir une plateforme et créer des habitudes numériques. Et là, un mot détruit beaucoup d'entreprises. La transition. Dans une transition, il ne suffit pas d'améliorer ce que tu fais déjà. Il faut devenir autre chose. Nokia avait des téléphones incroyables pour l'ancien monde. Mais le smartphone ne récompensait pas seulement la qualité de l'appareil, il récompensait l'expérience, le logiciel, la boutique d'app, l'intégration. Et ça, c'est crucial. Sur un smartphone, le matériel se voit, mais le logiciel, c'est la vie quotidienne. C'est ce que tu touches tout le temps. C'est ce qui te fait aimer ou détester le produit. Pourquoi ça a frappé Nokia aussi fort? Parce que Nokia était coincé entre son passé et son futur. Des systèmes hérités d'une autre époque, des décisions accumulées, des équipes
énorme et surtout une base de clients qui continuaient à acheter comme avant. Et ça crée une illusion dangereuse. Tant que tu vends beaucoup, tu as l'impression de ne pas perdre. Sauf que le marché bougeait déjà sous ses pieds. Les jeunes ont commencé à associer le smartphone moderne à Apple et à Android. Et quand les jeunes décident, le futur est déjà décidé. Parce que ces personnes deviennent ensuite le client principal, et elles influencent aussi les usages au travail. D'abord ça change dans le perso, puis ça change dans le pro. En plus, le jeu des applications a créé un effet domino. Les développeurs construisent là où il y a des utilisateurs. Les utilisateurs vont là où il y a des apps. Et quand une plateforme commence à perdre de l'élan, ça devient un cercle vicieux. Moins d'apps, moins d'intérêt. Moins d'intérêt, moins d'utilisateurs. Moins d'utilisateurs, moins de développeurs. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Nokia ne l'a pas vu, Nokia l'a vu, mais Nokia ne l'a pas résolu à temps. Parce que voir un changement et exécuter un changement, ce n'est pas la même chose. Et c'est là qu'entre un facteur dont on parle rarement bien, la culture interne. Quand une entreprise domine pendant des années, elle développe des réflexes, des process, des hiérarchies, des manières de mesurer le succès. Nokia a été excellent dans un type de succès, et ce type de succès l'a rendu difficile à faire évoluer. Parce que changer, c'est admettre que ta manière de gagner ne marche plus. Et dans une grande entreprise, c'est une bataille politique, émotionnelle et stratégique en même temps. Pendant que Nokia essayait de s'adapter, Apple et l'écosystème Android faisaient bouger le standard chaque année. Le smartphone est devenu un appareil photo, un réseau social, un centre de divertissement, un moyen de paiement, un GPS. Nokia jouait une partie de ce match, mais sans la puissance d'une plateforme qui crée de l'attachement. Et à force, il y a un autre piège. Nokia avait une marque forte. Et quand tu as une marque forte, tu peux vendre pendant un certain temps par inertie. Et cette inertie, c'est mortel, parce qu'elle te donne le temps de te mentir à toi-même. Tu continues à vendre des millions, et tu te dis que le danger n'est pas immédiat. Sauf que la transformation est déjà en cours. Elle ne se voit juste pas encore complètement dans tes chiffres. Jusqu'au moment où elle se voit. Et quand elle se voit, c'est souvent trop tard. Et que se passe-t-il quand un leader perd de la vitesse ? Les autres le dépassent, puis ils s'habituent à te voir derrière. Arrive un moment où le public cesse de désirer ton produit. Et quand tu n'es plus désiré, tu perds le haut de gamme. Sans haut de gamme, tu perds tes marges. Sans marge, tu perds ta capacité d'investissement. Sans investissement, tu perds encore plus. Nokia avait aussi un autre problème. Nokia se battait contre des modèles économiques différents. Apple ne vendait pas seulement des téléphones. Apple vendait un écosystème fermé et une expérience maîtrisée. Android, à l'inverse, explosait par le volume et la variété. Nokia se retrouvait au milieu, dans une zone inconfortable, à essayer de défendre sa base, tout en cherchant un nouveau chemin. Et voici la question finale. Qu'est-ce qui se serait passé si Nokia avait misé plus tôt et à fond sur une plateforme moderne ? Est-ce que Nokia aurait pu rivaliser en application, en expérience et en écosystème ? Ou est-ce que sa taille et sa culture la rendaient trop lente pour ce type de combat ? Ce qui est sûr, c'est ceci. Nokia a été l'ascension parfaite d'une entreprise qui avait compris comment mettre un produit dans le monde entier. Et Nokia a aussi été la chute parfaite d'un géant qui a raté le timing d'une transition historique. Parce qu'au fond, Nokia n'a pas perdu face à un téléphone. Nokia a perdu face à une idée, l'idée que le mobile n'était plus un appareil pour appeler. C'était le centre de ta vie numérique. Et quand cette idée est devenue vraie, Nokia a cessé d'être le standard. Et si aujourd'hui tu as l'impression que les leaders actuels ne peuvent pas tomber, rappelle-toi ça. Beaucoup de gens pensaient aussi que Nokia ne pouvait pas tomber. Et pourtant, Nokia est tombé.